Il y a 74 000 ans, le Pléistocène connaissait une grande diversité d'espèces humaines réparties sur le globe. Homo sapiens, l'espèce à laquelle toi et moi appartenons, avait récemment migré de sa terre ancestrale africaine vers l'Eurasie, suivant les traces des populations d'Homo erectus qui avaient colonisé l'Asie des milliers d'années auparavant. En entrant en Eurasie, les premiers Homo sapiens allaient encore découvrir qu'ils n'étaient pas seuls. Homo neanderthalensis, les Néandertaliens, et Homo denisova, les Denisoviens, avaient déjà évolué ici et se répandaient à la fois en nombre et en culture. De plus, Homo floresiensis et Homo luzonensis, originaires respectivement d'Indonésie et des Philippines, étaient encore présents. C'était une époque passionnante pour être un humain primitif, avec de nouveaux mondes, de nouvelles espèces et des dangers à chaque coin de rue. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les dangers. Cela se produisait également. Il y a 74 000 ans, la plus grande éruption volcanique explosive de l'histoire de la Terre a coïncidé avec une phase d'expansion des populations humaines primitives. La plus récente éruption du supervolcan Toba représentait une menace gigantesque et aurait pu réduire, voire anéantir, les populations humaines partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la préhistoire pour examiner ce qui s'est passé lorsque le supervolcan Toba est entré en éruption, ce qui a provoqué cette éruption, quelle a été sa puissance et quels effets elle a eu sur nos premiers ancêtres. Rejoignez-nous alors que nous répondons à toutes ces questions et bien d'autres encore. Prélude à la catastrophe. Avant de plonger dans l'éruption elle-même, jetons un coup d'œil au volcan concerné et à ce qui a provoqué son éruption. Le volcan en question était le supervolcan Toba, situé dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'île indonésienne de Sumatra. Lorsque le volcan est entré en éruption, il a provoqué la formation d'une immense caldeira, à l'intérieur de laquelle se trouve aujourd'hui le lac Toba. Elle mesure plus de 100 km, soit 62 miles de long, et plus de 30 km, soit 19 miles de large. C'est le plus grand lac volcanique du monde, et à son point le plus profond, il atteint plus de 500 mètres, soit 1600 pieds. La caldeira elle-même est composée de 4 cratères volcaniques qui se chevauchent, dont les cônes et les creux sont encore visibles aujourd'hui dans le lac. Le supervolcan Toba n'a plus connu d'éruption depuis l'événement évoqué, et il est peu probable qu'il en ait une autre avant longtemps. Il est considéré comme un volcan dormant, qui bien qu'il soit encore capable de petites éruptions, ne devrait probablement pas représenter une menace significative pour la population mondiale de sitôt. Il est classé comme un supervolcan en raison de l'ampleur de ses éruptions historiques. Les supervolcans nécessitent des éruptions qui libèrent au moins 1000 km3 de matière et la capacité de former de larges caldeïras. Le supervolcan Toba est entré en éruption il y a 74 000 ans à la suite de l'accumulation de magma sur des millénaires. Des études montrent que les conditions à l'intérieur des roches ont changé de façon drastique avant l'éruption et ont probablement contribué à son déclenchement, car le magma s'est réchauffé et a fondu avant l'éruption. Il a emporté avec lui une énorme quantité de roches environnantes, une roche qui contenait beaucoup d'eau. La vapeur issue de l'évaporation de l'eau dans ces roches a sans doute contribué à la pression et à l'accumulation de gaz souterrains. Ce qui signifiait que lorsque le volcan est entré en éruption, il l'a fait de manière catastrophique. La caldeira de Toba, issue d'une des plus grandes catastrophes naturelles récentes, est aujourd'hui un véritable havre de vie. Aujourd'hui, c'est un géoparc indonésien désigné, abritant des populations de poissons naturels et introduits, y compris, mais sans s'y limiter, des barbus, des panchaks, des dutch, des dagneaux, des anguilles, des tilapias, des gouramis, des guppies et des porte-épées. Les poissons bénéficient d'une grande diversité de phytoplancton, et les bords du cratère sont couverts de forêts naturelles de pins tropicaux, qui offrent un abri aux tigres, aux singes, aux cerfs, aux sangliers et à toutes sortes d'oiseaux. Les scientifiques spécialistes des cataclysmes ont pu déterminer que l'éruption a probablement eu lieu au début de l'été, même si la date exacte ne sera peut-être jamais connue.
Les niveaux extrêmes de cendres associés à l'événement dans la mer de Chine méridionale n'auraient pu être déposés que pendant la mousson d'été en raison de la direction du vent. Ce jour-là, lorsque le volcan est entré en éruption, cela s'est produit alors que 5 poches de magma accumulées pendant des siècles ont atteint leur paroxysme, ne pouvant plus être retenues sous terre. Une série de fissures et de grondements auraient indiqué qu'une catastrophe majeure était sur le point de se produire à Sumatra. Les coulées pyroclastiques sont arrivées en premier, s'échappant des cratères et dévalant rapidement les forêts environnantes, tuant tout sur leur passage. Le magma avait été libéré, mais ce n'était que le début. Une éruption explosive avec des fontaines de lave jaillissant dans les airs, combinées aux coulées pyroclastiques, à des hauteurs d'environ 32 km, soit 20 miles. La projection enflammée aurait été lancée dans les collines et vallées environnantes, ravageant la faune et les forêts. Ce qui devait être vraiment terrifiant pour les premiers humains qui essayaient de comprendre ce qui ressemblait à la fin du monde, au sens propre. La quantité initiale de matériaux pyroclastiques libérés sur Sumatra par le supervolcan Toba est estimée à environ 2800 km3, soit 670 miles cubes. Et ceci est une estimation basse. Une grande partie de ce matériau a balayé les forêts au sol, atteignant l'océan Indien sur jusqu'à 30 000 km², soit 11 600 miles carrés. En moyenne, les coulées pyroclastiques atteignaient jusqu'à 100 mètres, soit 330 pieds d'enfant d'épaisseur, mais le véritable danger venait des cendres et des gaz. On pense que les retombées de cendres projetées par le supervolcan ont recouvert au total 38 millions de kilomètres carrés, soit 15 millions de miles carrés, étant donné que l'épaisseur des cendres atteignait environ 1 cm. Environ 75% de la surface totale de la planète a été recouverte de cendres volcaniques. Des vestiges de ces cendres, sous forme de minuscules éclats de verre, ont été retrouvés jusqu'à la côte est africaine. Ce qui signifie que les effets de l'éruption auraient été ressentis bien au-delà de l'ensemble de l'océan Indien. Maintenant, pour tous les humains qui se trouvaient sur le passage des cendres et des gaz, la terreur et la souffrance auraient en suivi. Le moindre de leurs soucis aurait été des démangeaisons et des irritations de la peau et des yeux, les cendres et débris particulièrement chauds brûlant la peau au contact. Inhaler les cendres aurait été extrêmement nocif pour le système respiratoire humain, provoquant une suffocation en cas d'exposition prolongée. De plus, les cendres volcaniques peuvent contaminer les sources d'eau, ce qui signifie que les lacs et rivières dont dépendaient les premiers humains pour étancher leur soif devenaient soudainement des pièges dangereux. Plus directement, ceux qui étaient pris dans les coulées pyroclastiques, les lahares et les débris de l'éruption auraient en subi une mort rapide, mais extrêmement douloureuse. Les coulées pyroclastiques à elles seules peuvent atteindre des températures allant jusqu'à 1000 degrés Celsius, soit 1800 degrés Fahrenheit, ce qui peut faire fondre la peau humaine sans difficulté. Il est terrifiant d'imaginer ce que ces premiers humains ont dû penser en voyant, sentant, ressentant et entendant la pire éruption volcanique de l'histoire humaine. Sans aucune compréhension scientifique ni connaissance géographique pour déterminer exactement ce qui se passait, la peur de masse et les déplacements se seraient propagés dans toutes les zones touchées. Ils ont probablement vu le début de l'éruption comme la fin du monde, ou l'ont perçu comme la colère de divinités furieuses déchaînant leur courroux sur la terre. Des familles déchirées, des terrains de chasse détruits et des régions entières inaccessibles. La fin de l'aube ? Cette éruption s'est produite au moment même où l'humanité commençait à explorer des régions en dehors de son Afrique ancestrale. C'était vraiment l'aube de l'humanité, pour ainsi dire. Certaines théories affirment que cela aurait pu se finir aussi vite que commencer. Des études sur le matériel génétique ont montré que les humains de toutes les espèces ont subi d'énormes pertes à la suite de l'éruption, car les matériaux volcaniques ont été transportés par le vent et l'eau à travers le monde. Chez Homo sapiens, on pense que l'éruption aurait réduit notre population mondiale entière à environ 3000 individus. L'éruption du supervolcan Toba a été si violente qu'elle semble avoir forcé certains groupes génétiques humains à s'adapter.
Les mutations bénéfiques liées à la résistance au froid, apparues à cause du changement climatique, ont été exacerbées après l'éruption chez les populations africaines. Celles-ci n'en auraient pas nécessairement eu besoin avant la catastrophe. Alors que les cendres recouvraient certaines parties du monde, les températures auraient chuté et les régions seraient devenues plus arides, ce qui signifiait que les humains devaient avant s'adapter subtilement pour survivre. En Afrique, lors de l'éruption volcanique, les goulets d'étranglement démographique auraient été moins marqués qu'en Eurasie, et la population serait revenue plus vite à son niveau initial. N'oublions pas cependant que nous n'étions pas la seule espèce humaine présente sur la planète Terre. Au moment de l'éruption, les Néandertaliens et les Denisoviens ont tous deux été témoins de l'éruption et ont survécu pour raconter l'histoire. Homo neanderthalensis a disparu à cause de la concurrence avec Homo sapiens il y a environ 40 000 ans, tandis que Homo denisova a subsisté jusqu'à environ 25 000 ans. Homo floresiensis a réussi à maintenir sa position sur l'île indonésienne de Flores malgré sa proximité avec l'explosion. Jusqu'à l'arrivée des humains modernes il y a environ 50 000 ans, tandis que Homo lusinensis a disparu juste après s'être éteint il y a environ 49 000 ans. Et il n'y a pas que les humains qui ont été affectés par l'éruption du supervolcan Toba. Les singes en Afrique et en Asie, chimpanzés, gorilles et orang-outans semblent avoir connu des goulets d'étranglement démographiques qui coïncident avec l'explosion, leur population s'étant développée à partir de très petits nombres entre 70 000 et 55 000 ans. On peut en dire autant des macaques, ainsi que des grands félins en Afrique et en Asie. Les guépards et les tigres semblent tous deux avoir subi des pertes similaires. De même, concernant les décès chez les humains, ces animaux auraient été vulnérables à l'inhalation de cendres et de gaz sulfuriques, ce qui aurait décimé les populations au fil du temps. Si les humains et les animaux avaient été concentrés dans d'autres endroits du monde préhistorique, les choses auraient pu être très différentes pour nos ancêtres et les animaux avec lesquels ils partageaient la planète. L'éruption du supervolcan Toba fut l'un des premiers rappels, parmi plusieurs au cours de l'histoire humaine, que le monde naturel ne fonctionne pas toujours en notre faveur. Bien qu'il soit impossible de se mettre dans la tête d'un humain ancien rencontrant la lave et les cendres pour la première fois, cela a certainement été un événement marquant, montrant à quel point la vie peut changer en un instant. Pour les survivants, qui sait comment l'éruption du Toba s'est intégrée à leurs traditions orales, des murmures d'horreur et de perte dominant les récits autour de la chaleur maîtrisée de leur feu de camp. À mesure que les humains se sont dispersés et adaptés à différents modes de vie à travers le monde, il n'y avait pas que les volcans qui se sont révélés être une menace. Tornades, tempêtes de sable, tempêtes de neige, inondations massives, raz-de-marée, tremblements de terre et moussons ne sont que quelques-unes des catastrophes naturelles. Cela aurait freiné les premiers établissements, créé des mythes et des contes populaires et causé de grandes pertes humaines tout au long de l'histoire de l'humanité. C'était une leçon importante. La Terre ne peut pas être apprivoisée.